Aujourd'hui, le 25 février 2025, on va assister à la soutenance de thèse de doctorat en sciences présentée par Madame Alaoui Karima sous intitulé donc cette thèse caractérisation hydrogéomorphologique et impact des transports solides sur les ressources en eau superficielle, méthodologie et application à la gestion des bassins versants de Bouna-Moussa et de Majorda, présentée devant le jury en commençant par les examinateurs, professeur Zradni Lutfi de l'Université de Soukharas, professeur Boutagan Hamouda de l'Université d'Annaba, ainsi que le professeur Mansouri Rachid, examinateur, encadreur de cette thèse, et moi-même, Mawi Ammar, professeur à l'Université de Galma, en tant que président. Donc vous avez 20 à 25 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Donc vous pouvez commencer. Bien, tout d'abord, bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, les examinateurs, je vous remercie d'avoir accepté d'évaluer ma thèse de doctorat que je fais d'abord représenter aujourd'hui au titre caractérisation hydrogéomorphologique et impact des transports solides sur les ressources en eau superficielles, méthodologie et application à la gestion des bagages, au sein de l'Université de Guelma, sous la direction du professeur Mansouri Rachid. Généralement, le phénomène d'érosion est défini comme un arrachement des particules du sol au fil du temps par un agent érosif principal, le vent ou l'eau, pluie, ruissellement qui provoque une érosion hydrique et qui est notre cas d'étude. L'érosion hydrique se résulte de la jonction de trois mécanismes: détachement des particules, leur transport et leur dépôt, ou bien sédimentation à l'aide de l'agent érosif. D'autres facteurs secondaires qui favorisent l'érosion hydrique et qui sont la nature du sol. Plus le sol est érodable, plus le détachement des particules est important, plus le transport de la charge solide érodable est fort. La pente, plus l'énergie de relief est importante, plus la vitesse de ruissellement est plus forte, donc l'arrachement des particules est plus important. Le couvert végétal il sert non seulement de stabiliser le sol, mais aussi de freiner la vitesse de ruissellement. D'autres facteurs anthropiques, comme la déforestation, feux de forêt et brûlis de couvert végétal et le surpâturage. Les différentes formes de l'érosion hydrique. L'érosion hydrique peut prendre plusieurs formes. Érosion en gravine, c'est des creux plus de 30 cm irréversibles par les techniques agricoles classiques. Érosion en masse, mouvement des terres sous forme variées comme les glissements des terrains, coulées de boue et mouvements de masse. Érosion en arbre, elle provoque la détérioration diffuse du sol sur toute sa surface. Érosion des berges, quand les eaux attaquent les assises des vallées et des berges. L'effet de ce phénomène à l'échelle mondiale. Des observations ont été faites à l'aide des images satellitaires qui observent la Terre d'une période de 32 ans. Ces observations consistent à une accélération très remarquable de phénomènes érosifs sur notre planète et qui représentent 40% des sols dans le monde sont exposés à l'érosion active. L'effet de ce phénomène à l'échelle nationale. En Algérie, notamment dans le nord-est, dans les zones semi-arides, les conditions géomorphologiques et socio-économiques favorisent l'apparition et l'intensification de certains phénomènes. L'étude cible cette région, spécifiquement le bassin de l'Oued Mejedda, qui s'étend sur une superficie de cette région spécifique, le bassin de l'Oued Mejedda,
incitant sur une superficie de 1438 km² avec un paramètre de 276 km. Le bassin de l'Oued Cheref, il couvre 1741 km² avec un périmètre de 255. Cadre morphologique. Le sous-bassin de Mejedda, il comporte une énergie de relief qui varie de 226 à 1436 mètres. Le bassin versant de l'Oued Cheref, il comporte une énergie de relief qui varie de 742 à 1622 mètres. La répartition spatiale de l'occupation des sols au niveau du bassin versant de l'Oued Mejedda indique plusieurs domaines d'occupation, les formations forestières, les terres agricoles. Le reste de la superficie du bassin est occupé par des terrains improductifs comme les terrains rocheux, terrains nus et plans d'eau. Ces domaines se trouvent un peu partout du bassin versant. Le bassin versant de l'Oued Mejedda présente des ensembles naturels fortement variés, agissent surtout sur le comportement hydrologique de ce dernier. Il comporte des cultures discontinues, forêts denses, forêts ouvertes et plans d'eau. Dans le cadre climatique, le bassin versant de l'Oued Mejedda, surveillé par 6 stations pluviométriques, enregistre des pluies annuelles variant de 723 à 327 mm. Le bassin de l'Oued Cheref est équipé de 9 stations pluviométriques où les modules pluviométriques sont variés de 555 à 288 mm. Des efforts engagés sur le terrain par la défense des restaurations des sols, Institut national de recherche forestière, certains organismes nationaux comme l'AMBT et l'Agence nationale des barrages, l'ANARACH. Malgré tous ces efforts, la dégradation des ressources continue à un rythme alarmant. Nous nous posons la question suivante: comment définir la problématique centrale de notre thèse face à cette situation? Pour pouvoir répondre à ces questions et qui sont la constitution de notre problématique, comment la localiser, estimer et quantifier, et quelles sont les mesures à entreprendre? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'estimation et la quantification hydrosédimentaire à l'aide d'une modélisation cartographique dans les zones à risque d'érosion hydrique et dans quelle mesure? Pour cela, des travaux ont été réalisés. Ces travaux que je vais vous présenter se répartissent en 3 parties. La première partie sacrifice à la modélisation et la cartographie de la dégradation du sol par site. La deuxième partie présente la modélisation et la quantification du transport solide en suspension par analyse statistique. La troisième partie expose l'évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA. La première partie, modélisation et cartographie de la dégradation du sol par le SIG, présente les données et la méthodologie, ainsi que les résultats et discussions et la validation. Le modèle des pertes en sol est un modèle constitué d'après 7 principaux facteurs. Le facteur topographique LS, le facteur du couvert végétal C, le facteur d'érodabilité du sol K, le facteur d'érosivité du sol R et le facteur des pratiques anti-érosives P. Nous avons inséré le MNT d'une résolution de 30 mètres aussi ArcGIS pour avoir le facteur LS. D'après les images satellitaires, l'INSAT du site USGS d'une résolution de 30 mètres insère à l'aide du SIG permet de réaliser le facteur C.
suite aux images satellitaires téléchargées gratuitement à partir du site FAO et aussi à l'aide du logiciel SIG, nous avons pu avoir le facteur K. Pour déterminer le facteur R, en se basant sur du relevé pluviométrique d'après les données ANARACH, on peut déterminer le facteur d'érosivité R. Et pour déterminer le facteur P, d'après des cartes des travaux anti-érosifs, on peut déterminer le facteur P. La multiplication de ces facteurs donne la naissance du facteur A qui représente le taux du père du sol A tonnes par hectare par an. Facteur d'inclinaison. À partir de la carte des pentes dans laquelle nous avons regroupé les pentes en 4 classes, nous a permis d'estimer le fait de la topographie dans l'érosion du sol établi par le facteur de longueur de la pente L et le facteur d'inclinaison S. Le croisement des deux cartes implique la carte du facteur à l'Est. On remarque une dominance de moyenne classe pour le bassin versant de l'Oued Mejelta. D'après les images satellitaires Landsat de l'USGS sur résolution 30 mètres et l'utilisation des SIG, nous avons établi la carte du facteur C pour le bassin versant de l'Oued Mejelta. Cette carte met en évidence l'impact du couvert végétal sur l'érosion des sols, les zones à végétation dense, souvent des forêts, peu touchées par l'activité humaine, présentent des valeurs de C inférieures à 0,24, ce qui indique une protection efficace des sols contre l'érosion. Les zones ayant une sensibilité moyenne à l'érosion montrent des valeurs du facteur C entre 0,24 et 0,45. Et enfin, les fortes sensibilités, elles présentent un facteur C entre 0,45 et 1. Facteur d'érodibilité du sol K, qui traduit la résistance du sol au détachement de ces particules par l'eau, d'après les images satellitaires téléchargées gratuitement du site FAO et à l'aide du logiciel SIG, nous avons pu avoir la carte du facteur K où les sols de la zone d'étude présentent une sensibilité moyenne à l'érosion avec un coefficient moyen de 0,0388 tonnes par hectare par mégajoule par millimètre, selon la classification de la résistance des sols, l'érosion de bolide et ressort. Facteur d'érosivité R. Le facteur d'érosivité, c'est le facteur principal de l'effet d'érosion hydrique. Il existe plusieurs méthodes. On a opté la formule de Rambaud et Arnolduis en 1987, ce qui nous a permis de réaliser à l'aide du SIG une carte qui représente la distribution de 5 classes du facteur d'érosivité R variant entre 56 et 100 mégajoules par millimètre par hectare par an. Les valeurs minimales du facteur R étaient localisées dans la partie nord-est du bassin versant, tandis que les valeurs maximales étaient enregistrées dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Facteur des pratiques anti-érosives P. Pour le bassin concerné, pour notre étude, il n'y a pas d'aménagement anti-érosif. Les agriculteurs n'utilisent pas des pratiques culturelles anti-érosives. Les cultures sont généralement des cultures labourées et céréales qui ne sont pas parallèles aux courbes de niveau. Il y a quelques essais de réhabilitation des forêts par des reboisements d'arbres de façon non seulement aléatoire, mais aussi dans le sens de la pente et ruissellement. Et pour ce cas, pour toutes ces raisons, on a attribué le facteur des pratiques anti-érosives P est égal à 1. Calcul de la perte en sol. À partir des 5 facteurs présentés dans les écarts, facteur à l'aise, facteur C, facteur K, facteur R et facteur P, et la superposition multiplicative des 4 couches thématiques génère la carte d'érosion du sol au format raster. Quantification et localisation des pertes en sol du bassin versant de l'Oued Mejelta.
La carte de répartition des classes de pertes en sol qui montre le risque d'érosion actuel dans le bassin de l'Oued Jeddah. Ces niveaux de risque permettent de classifier les zones en fonction de leur degré de dégradation du sol, offrant ainsi une vision détaillée des différentes situations rencontrées qui sont les suivantes. Très faible, inférieur à 2 tonnes hectares par an, faible, entre 2 et 4 tonnes par hectare par an, moyen, 4 à 7 tonnes par hectare par an, et élevé, de 7 à 16 tonnes par hectare par an. Validation et comparaison des deux modèles. Les résultats obtenus par l'application du modèle RSLE, ce qui entraîne un taux d'érosion de 2,68 tonnes par hectare par an. Cette valeur est relativement acceptable comparativement à la valeur obtenue par l'interprétation des mesures bathymétriques effectuées dans le barrage de Ain Delia, qui était de 48 tonnes par hectare par an. La deuxième partie, consacrée à la modélisation, expose le principe de la méthode statistique de régression et présente l'élaboration de la méthode de régression et l'estimation de la méthode de régression. L'estimation des apports. Principe de la méthode statistique de régression. La méthode de régression est largement reconnue comme étant l'approche privilégiée pour estimer à la fois la charge et le taux de transport sédimentaire. Il existe différentes méthodes pour définir ces courbes de transport sédimentaire. Parmi celles-ci, les régressions de type puissance sont les plus couramment utilisées pour décrire les relations entre le débit liquide et le débit solide dans l'équation de la charge sédimentaire QS est égal à QB. Cette relation est couramment employée dans l'élaboration des courbes sédimentaires où Y correspond à le débit solide et X représente le débit liquide. Présentation des données et application. Les données appliquées. La station de jugeage de Melun-Renfort, Rochefort, située en amont de la rivière de Cheref, est considérée comme un exutoire du bassin versant, était contrôlé par l'Agence nationale des ressources hydrauliques. Un arrache d'où étaient collectées des données de débit instantané des eaux et de concentration des sédiments en suspension. Il a été possible de recueillir un total de 812 séries de données horaires couvrant une période s'étalant sur 19 ans, de 1975 à 1993. Modèle de débit solide, débit liquide à l'échelle instantanée. La figure illustre graphiquement la relation entre les débits solides et liquides qui peut être modélisée par une loi de puissance. Le coefficient de détermination est d'environ de 0,64 et le coefficient de corrélation est d'environ 0,10. Les valeurs des paramètres sont de 1,58 pour A et de 1,41 pour B. Résultat du modèle débit solide, débit liquide à l'échelle mensuelle. L'analyse mensuelle du paramètre débit solide, débit liquide consiste simplement à ajuster la loi de puissance à une échelle plus détaillée. Cette méthode implique de trier les données mois par mois avant de procéder à l'ajustement. Les résultats obtenus sont ensuite représentés graphiquement dans la figure. À partir de la figure, on peut conclure ce qui suit. Les mois de septembre et d'août ont montré les coefficients A et B les plus élevés. Cette observation peut être attribuée à la forte charge. Et pour le mois de février, elle présente une quantité plus faible conformément aux valeurs de A et B. Résultat du modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière et annuelle. Le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière implique la segmentation des données existantes en fonction des saisons suivies de l'adaptation du modèle sélectionné à ces échantillons de données. D'après les résultats obtenus, il a été observé que le modèle de puissance offre une explication adéquate de la disparité entre le débit liquide et le débit solide dans le bassin de Wetcher. Il a été constaté que l'analyse à l'échelle saisonnière présente la meilleure adéquation. Cette constatation est détaillée par les variations du coefficient. Choix du meilleur modèle de régression.
Le facteur d'erreur du modèle de calcul des charges de sédiments basé sur le débit solide, débit liquide à différentes échelles temporelles indique que les estimations de la charge de sédiment faites à partir de la courbe de transport solide en réalité sous-estimée de la charge de 1,65 à 40%. On doit choisir un seul modèle de régression qui présente le meilleur résultat et pour cette raison, nous nous sommes optés la relation de la courbe d'évaluation des sédiments qui représente un pourcentage moins 10 sous-estimé de 11%, presque 11%. Estimation des apports saisonniers. Du moment que le meilleur modèle est choisi, alors les résultats présentés dans le tableau, on observe un apport solide spécifique moyen de 377 tonnes par kilomètre carré par an en automne, 463,69 tonnes par kilomètre carré par an en hiver, 403 tonnes par kilomètre carré par an au printemps et 39 tonnes par kilomètre par an en été. Le bassin versant de l'Oued Jaref subit des pertes annuelles de 321 tonnes par kilomètre par an. Cette variation est attribuable au phénomène selon lequel les premiers piliers de tonnes peuvent s'abattre sur un sol sec et dur susceptible d'être facilement érodable. La troisième partie expose l'évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA et présente l'estimation du taux d'envasement ainsi que la validation des résultats du modèle PISA. Le modèle PISA, modèle de prévision de l'envasement dans les réservoirs artificiels, a été conçu pour établir une corrélation entre 5 variables caractéristiques des bassins versants et les quantités de sédiments accumulés dans les barrages. La formulation la plus courante du modèle, tel que présenté par Bazofé en 1987, repose sur 6 facteurs pour quantifier l'impact des conditions environnementales sur la sédimentation. Le barrage de Ain Delia est situé à environ 10 km au sud de Sogaraz. Le barrage de Fomalkhanga aussi est situé à la wilaya de Sogaraz. Évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA. Afin de mener à bien la simulation avec le modèle PISA, plusieurs cartes ont été créées à partir du système d'information géographique ArcGIS, et ce dans le but d'extraire les paramètres du modèle nécessaire pour le calcul de l'indice de sédiment. Après avoir calculé chaque paramètre constituant le modèle PISA, comme indiqué dans le tableau, l'estimation de l'envasement moyen annuel du barrage Ain Delia avec le modèle PISA s'élève à 1060 m3 par kilomètre carré et qui représente 1590 tonnes par kilomètre carré. Pour le barrage Fomalkhanga, il présente un indice d'envasement de 1490 m3 par kilomètre carré par an et 2237 tonnes par kilomètre carré par an. Validation des résultats du modèle PISA. La différence entre le modèle PISA et les données bathymétriques est calculée à l'aide de l'équation suivante. Le volume d'envasement du barrage de Ain Delia, estimé par le modèle, est de l'ordre de 47,12 hectomètres cubes. Alors que la valeur obtenue par le levier bathymétrique est de 7,39 hectomètres cubes, ce qui représente un écart de 84%. Il est possible de constater que le modèle PISA exagère la quantité de sédiments accumulés dans le barrage de Ain Delia. On l'a surestimé d'un facteur de 6 fois par rapport aux mesures bathymétriques effectuées en 2019. Le volume d'envasement estimé par le barrage de Fomalkhanga est de 23 hectomètres cubes et par levier bathymétrique 4,35 hectomètres cubes, avec un écart de 81
27%. Comparaison entre les résultats du modèle PISA et la méthode d'ARISLE. Pour le barrage de Ain Delia, l'envasement estimé par le modèle PISA est de 47 hectomètres-cubes, alors que celui obtenu par la méthode d'ARISLE est 7,96 hectomètres-cubes. Cette analyse révèle également une surestimation de près de 5 fois de la valeur de l'envasement, ce qui correspond à un écart de 83%. Comparaison entre les résultats du modèle PISA et le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière au niveau du bassin de Oued Charef à partir de la formule. Pour le barrage de Foum el-Khandal, l'envasement estimé par le modèle PISA est de 49 hectomètres-cubes, alors que celui obtenu par le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière n'est que en 13,11 hectomètres-cubes. Ces résultats obtenus confirment de manière catégorique que la valeur de l'envasement a été surestimée d'environ 3 fois. Cela se traduit par un écart significatif de 73%. Arrivé au terme de notre étude, on parvient aux conclusions suivantes. Ce qu'il faut retenir que l'application du modèle ARISLE combinée à l'utilisation de la télédétection et des SIG a permis de produire une carte finale des pertes en sol. Cette carte résulte de la superposition de 5 facteurs dans le sous-bassin de l'Oued Jeddah, ce qui a conduit à la classification en 4 catégories. Faible sensibilité, sensibilité moyenne, forte sensibilité et très forte sensibilité. Il convient de noter que les résultats indiquent que le bassin versant perd de 68 tonnes par hectare par an en moyenne. L'estimation des pertes au sol a été élaborée pour le bassin de l'Oued Charef avec une superficie de 1741 km² durant une période de 19 ans. Il faut noter que la valorisation des débits liquides et des débits solides des sédiments ont été rendus possibles grâce à l'application d'un modèle statistique de type puissance. L'analyse des paramètres du modèle à différentes échelles de temps a révélé que l'échelle saisonnière offre les résultats les plus faibles, les plus fiables. L'évaluation des sédiments à cette échelle a montré une sous-estimation de seulement de 10%, confirmant une forte corrélation entre le débit liquide et le débit solide saisonnier. Concernant le Oued Charef, il subit des pertes annuelles importantes de 321 tonnes par kilomètre par an, attribuées à un débit liquide de 64 millions de mètres cubes et un apport solide de 558 000 tonnes. En effet, les résultats obtenus lors de l'utilisation du modèle PISA révèlent qu'il a tendance à surestimer le volume de l'envasement, ce qui le rend inadapté pour tous les bassins de sa version actuelle. Les raisons de cet écart sont difficiles à déterminer précisément, mais elles pourraient être liées aux conditions de développement du modèle, au coefficient du modèle régressif ou à l'échelle spéciale utilisée. L'écart entre PISA et d'autres modèles pourrait également résulter de facteurs comme sédimentation ou l'impact de dépôt de sédiments sur le lit des cours d'eau, la qualité de la résolution de l'image satellitaire et l'envasement des retenues collinaires dans la zone d'étude pourrait aussi influencer les résultats, tout comme la fiabilité des données climatiques. À partir de tous ces résultats, on peut conclure que la plupart de la production sédimentaire arrivée au barrage provient du bassin, ce qui nécessite des travaux anti-érosifs au niveau de ce dernier qui présente au fil du temps une menace d'envasement accéléré, réduisant ainsi la capacité de stockage au long du barrage. Ainsi, les dispositions d'aménagement, principalement au niveau du barrage versant, au niveau du bassin versant, doivent être prises en compte. Pour améliorer le système de production et réduire le phénomène d'érosion, nous proposons correction des ravines. La correction de la ravine doit commencer par sa tête. Implantation des espèces d'arbres au même sens que les courbes de niveau. Éviter le pâturage irrégulier. Éviter la pratique du brûlé des forêts. Surélévation du barrage. L'évacuation des sédiments
par l'utilisation de la vanne du fond du barrage. Merci pour votre attention. Donc, je vous remercie pour l'exposé. Donc, sans tarder, je passe la parole à votre premier examinateur, c'est le professeur Boutaral Hamouda de l'Université d'Anna. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Mansouri pour m'avoir invité dans le jury de soutenance d'une ancienne collègue, Ali Karima. Je tiens aussi à remercier l'Université de Guelma d'avoir accepté que je sois membre dans le jury de soutenance de la candidate. Aussi, je tiens aussi à remercier la candidate pour la clarté de son exposé, pour l'exploit qu'elle a fait, je crois, pour la soutenance après plusieurs années d'acharnement. Sincèrement, en connaissant Madame Alaoui, c'est une femme bosseuse, elle travaille beaucoup. Elle ne se satisfait pas des résultats qu'elle trouve, elle essaie toujours de chercher plus loin, ou le sujet qu'elle traite c'est un sujet intéressant, une problématique d'actualité. Le choix du sujet est judicieux, c'est vraiment un sujet intéressant, d'autant plus qu'il y a peu de travaux qui sont faits sur l'Est algérien. La majorité des travaux sur le centre et l'Ouest, vu la disponibilité des données. Et elle a travaillé sur deux bassins de l'Est algérien assez intéressants, celui de Majalda, une partie de la Majalda sur plutôt le bassin de Majalda côté algérien, et sur le bassin de Ouadchibel. D'où vient ma première question? Pourquoi avoir choisi deux bassins? Pourquoi avoir choisi ces deux bassins? Pourquoi avoir travaillé sur les deux bassins? Là, vous avez choisi le bassin de Cherif, le bassin de Majalda, sur le côté algérien. C'est-à-dire, quel est l'intérêt, ou quelle est la problématique, ou quel est l'enjeu, quel est votre objectif? D'avoir travaillé sur deux bassins, dans deux zones différentes, mis à part la disponibilité des données. L'objectif est de présenter les deux modèles, le modèle RUSLE et la méthode de régression. Le modèle RUSLE, il est applicable pour le bassin de Majalda et le bassin pour le Oued Cherif. On a travaillé sur la méthode de régression, l'estimation par des matières en suspension. D'accord. Sinon, vous avez travaillé sur deux approches différentes. Deux approches différentes. Voilà, sur Oued Majalda. Pour les deux bassins. Vous avez utilisé l'équation de Russell, universelle de Russell, l'équation de Wittmeier. Et pour le Oued Cherif, vous avez utilisé les relations liquides et solides. C'est un point de vue méthodologique. L'approche Russell, la méthode Russell, la méthode de Wittmeier, l'équation universelle de perte de sol. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Je t'appelle une équation. Dans le taux de transport sédimentaire. Le taux d'érosion. Le taux d'érosion, perte de sol. Et l'approche débit liquide, débit solide, elle se base sur les mesures de débit liquide, débit solide. Oui, la méthode de quelle est la différence entre les deux méthodes? Deux approches différentes complètement. L'objectif, c'est de terminer le taux de transport sédimentaire, mais deux approches différentes complètement. Voilà. La méthode d'RUSLE, elle se base sur le travail des facteurs, de 5 facteurs, le facteur topographique à l'est, le facteur d'érodibilité du sol, le facteur d'érosivité de pluie, le facteur de pratique anti-érosive, et le cinquième facteur, c'est LS, K, c'est le couvert végétal. Voilà. Elle est ferme sur les facteurs. Oui. D'accord. Vous voulez dire l'approche perte de sol, estimation de la perte de sol de l'équation de l'équation de Wittmeier.
Donc, est-ce que le sol qui est perdu, est-ce que toute cette perte, on la retrouve sur le cours d'eau? D'accord. Le bassin versant de Majorca, Oui. vous avez estimé la perte de sol. Oui. C'est une estimation. Est-ce qu'on retrouve cette perte-là dans le débit solide? Est-ce que le sol qui est estimé perdu, équation universelle de perte de sol, est-ce que هذه la perte, on la retrouve sur يعني الكمية, la quantité qu'on estime qu'elle va être érodée, est-ce que généralement on la retrouve le débit solide? Non, tout dépend la zone, tout dépend des données. On a plusieurs facteurs qui influent sur l'estimation. Donc, impossible, tout dépend. D'après la validation des modèles, on a trouvé toujours des écarts entre les deux approches. C'est tout à fait logique qu'il y ait des écarts. Parce qu'elle a une estimation de perte de sol à partir des paramètres, des données. Il y a beaucoup d'incertitudes, oui. Ces paramètres. Et le débit liquide de solide, c'est ce qui a été enregistré par la station de Par la Georgia. station de- oui. C'est-à-dire là, Deux approches différentes. voilà. Oui, deux approches différentes. En même temps, c'est pas tout le temps ce qu'on estime qui sera perdu, qu'on va retrouver dans le cours d'eau, pour plusieurs raisons. Vous avez expliqué quelques raisons, par exemple les retenues collines, les barrages, les pratiques agricoles. Et en plus, la méthode de Ross, elle surestime les pertes. C'est-à-dire, dis-moi, plusieurs tonnes, des centaines de tonnes en estimation. Mais ça, en réalité, on ne la retrouve pas. La méthode de régression surestime par rapport à l'ISLE. La méthode de régression surestime la valeur du taux d'envasement par rapport à la méthode d'ISLE. Sauf Oui. la méthode de Ross, le bassin versant. Oui. C'est-à-dire une estimation de l'érosion sur le bassin versant. Oui. La méthode de régression des billes liquides, des billes solides, à partir des mesures qui sont sur le cours d'eau. Oui. Oui. Je connais la plus juste. Je connais la plus juste. Je connais la ça. Et en plus, Régression. ce n'est pas. Parce que Régression. sur les mesures. Sur des mesures, la régression. En plus, Plus méthode exact, a plus été exact. développée pour des conditions aux USA. Oui, Américaine. la méthode d'arrivée. Même avec le facteur R, Oui. et Facteur d'érosivité. les courtes durées, on fait un problème. Les courtes durées. Voilà. Par rapport aux données de pluie. Oui. La fiabilité de données. Tout dépend de la fiabilité de données. شوف احنا حوبه كبيره في المسألة. احنا مشكل في الدوني. احنا مشكل في لا بريسيزيون. احنا مشكل في l'échelle temporelle. Là, on a besoin des averses du plus de courte durée. Il y a les valeurs journalières. Même les courtes BDF. Les corbillères. On a l'échelle, la résolution à l'écart تاعنا. وعندنا même les mesures تاعنا, même le principe de mesure le débit liquide, débit solide, هو فيه une grande imprécision. Comment on fait pour mesurer la concentration? نحن une bouteille d'eau نهزوها 1 litre ومن بعد لا يستيقونتي ونشوفوا la quantité de sédiments اللي في الليتر هذاك. يعني on la prend comme concentration, multiplié par le débit liquide, et les stations de Georgetown, il y a toujours un problème avec le débit, fort débit, et puis le faible débit. C'est-à-dire, la méthodologie, on compare deux choses qui sont incomparables. On a tous comparé. Incomparable. C'est une approche ou c'est une approche. Mais il y a quelque chose qui est comparé. Il y a sur le bassin versant. Ouais, في الكوب à partir de Sur le cours de nuit. بعد نرجع l'estimation de taux d'envasement. في la méthode de Ross, l'équation universelle, في la superposition des cartes, est-ce que il y a le même poids à chaque paramètre? Je t'ai dit les facteurs, les 5 facteurs. Oui, les 5 variables. Les 5 variables. Pour faire la carte. Oui, la superposition des facteurs. Est-ce que les facteurs ont le même poids? C'est-à-dire que نفس التأثير. Non, chaque paramètre
le facteur travaillé par rapport dans le ArcGIS. Tout dépend le facteur, comment le traitement. كيف يفرق la carte La carte, la superposition, chaque facteur. La superposition simple. Là, chaque facteur, on travaille chaque facteur. Par exemple, le facteur LS. On télécharge le MNT de résolution 30 mètres. On fait la carte topographique, le facteur LS. Le deuxième facteur, c'est d'après les cartes كي سوبربوزيتيون الاول كدا ضربتي في الفاكتور والثاني والثالث والرابع كي جمعتي عم نديرو هكا كارتوغرافي الاسماء ضربتي في 5 في 2 في 3 ولا le même poids que le même poids, le même poids. La pondération, le même poids. Chaque carte, chaque facteur, il a une formule. Donc, le facteur par sa valeur, oui. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à une autre pondération, donner un poids plus important à chaque facteur? C'est une piste, parce qu'elle est. Vous voulez que Madame Heidi Laporte, elle a été beaucoup utilisée en Algérie. C'est-à-dire l'utilisation du poisson universel de perte de sol. L'idéal, c'est quoi? C'est de prendre des points sur le bassin versant. Tant que tu des points 1, 2, 1, tu fais quelques points le bassin versant, tu fais le facteur d'érosion, fait un petit fleur. Ben, vous calez vos points, votre carte, par rapport à ces points-là. C'est-à-dire, c'est pour corriger votre carte. C'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de points. Bon, il y a belle parce que les conditions de sur le terrain. Maintenant, on a une doctorante, Bouhamran Asma, elle travaille sur la totalité de Majorda. Elle a pris 1000 points sur le bassin. Elle est sortie sur quelques points, mais à partir des photos, ces images archives, elle a pris 1000 points. Elle a déterminé les surfaces d'érosion. Elle a calé les captations. Par rapport à C'est-à-dire, quand on fait la simulation, par exemple, ou la cartographie, et quand le point est déclaré à forte érosion, on doit tomber à forte érosion. Bon, par exemple, la carte jolie faible érosion à forte érosion, je corrige ma carte, je corrige de telle manière. Il faut donner la fiabilité du travail. Voilà, parce que tout ça, c'est à partir de produits satellitaires. Mais l'idéal des produits c'est de corriger à partir de quelques mesures sur le terrain. C'est-à-dire, peut-être dans le futur, vous pouvez le faire. Les facteurs n'agissent pas avec le même poids. Si par exemple, les résultats, vous dites l'érosion par exemple, selon la saison, il y a l'automne. Le modèle à l'ESLE. Les résultats selon la saison.
Le problème, c'est un problème de résolution Oui. à l'image. Si vous limitez dans un espace restreint autour du barrage, vous optez pour des images satellitaires où la résolution elle est plus élevée. Des images de 5 mètres, 4 mètres. 30. Réduisez une estimation plus. ما كانش des images شوف sentinelle, des images sentinelles à 12 mètres téléchargeables كاينين 12 mètres parce qu'il y a 30 mètres la taille تاع البيكسل ايه البروفيسور حمود راه عنده حق في الشيء اللي يقول الكومبيناسيون problème d'espace qui تزيد la résolution les données يوليو في الفلو كل Vous شيء cherchez les paramètres pour améliorer la suite du travail. Juste, on pose des questions. Parce que maintenant, on aimerait bien des orientations pour la continuité du travail. Donc, peut-être les comparaisons, quand vous avez présenté vos comparaisons, entre le taux d'envasement, PISA ou ça, une surestimation par exemple, PISA, une surestimation par voilà. Une surestimation qui ça veut dire que la base terre, c'est l'équation russe. PISA, vous le comparez. Peut-être il fallait comparer avec le taux d'envasement construit le barrage. Si, on a fait une comparaison entre PISA et le vibatométrie. Il y a un taux d'envasement. C'est très important. Un DEL. Par exemple, pour Aïn Delia, l'estimation 47 par le modèle PISA, 47 hectomètres cubes, et par C'est le taux les données d'envasement. bathymétriques. 7,39 hectomètres cubes. PISA, oui. Par le modèle PISA, 47 hectomètres cubes. Par contre, par les mesures bathymétriques, c'est 39 hectomètres cubes. Peut-être les coefficients. وعندنا في التaux d'envasement تاع barrage عين داليا selon le levé تاع عندك levé هنا تاع 2019 il y a 7 millions 79 و Wedshare c'est 2,79. Oui. C'est pratiquement le taux d'envasement il est Sûr, oui. فهم الخنقة ولا Wedshare؟ Là, barrage. les deux, Aïn Delia, 7,39 et pour le barrage Fomakhandat, 35 hectomètres cubes. فهم الخنقة 4,39 hectomètres cubes pour Fomakhandat. D'après les mesures bathymétriques en 2019. فهم الخنقة اسمه فهم الخنقة؟ Fomakhandat. ما عنديش القرار Oui. essentiel. Généralement, l'équation, avec les modèles, on ne retrouve jamais ce qu'on estime pour l'envasement. Soit l'équation de Russe ou le modèle PISA, donc il nous donne des valeurs très importantes par rapport à ce qu'on sait comme envasement pour le barrage. Parce que réellement, c'est pas tout le bassin versant qui présente. Pris en considération. Qui contribue. Voilà. On n'a pas la même. C'est la pluie terre, elle ne touche pas tout le bassin versant en même temps. Surtout qu'elle a un bassin. La répartition spatiale. C'est maintenant des facteurs. C'est-à-dire les pixels qui contribuent à l'érosion, ce n'est pas tous les pixels du bassin versant. C'est un certain nombre de pixels qui contribuent. On trouve des valeurs Surestimées. تتخلع يقول لي ما عنديش قداه طن par hectare. كي تديها chaque année قداه سنتين ça veut dire sur 10 ans ما بقاش عندنا الرغبة فهمتني. هو البروفيسور حمود تسمح كان عندها
il est clair. Il y a bien calculé le taux d'embrasement, la méthode attrape efficience. Oui, Mais c'est pas évident. هو اللي ما خدمش على لي دوني ما يعرفش المعاناه تاع الدكتوراه باسكو سي با ايفيدون سورتو في الكونتكست algérien. On n'a pas accès aux données. Ou des fois, les modèles qu'on veut utiliser, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de mesure, de paramètres qui sont utilisés, on fait les modèles qui sont utilisés. Et le pire, c'est que l'ANARAS a abandonné les mesures de concentration depuis des années. Elle ne fait plus de mesures de concentration médiane. C'est-à-dire, je pense à les années 2000, maintenant, ça pas des mesures de concentration. Il y a une petite question que je pose tout le temps. Quand vous êtes chez Yawar, qu'est-ce que vous faites pas dans les détails? C'est-à-dire quand j'ai un cure, quelles sont les perspectives de travail? Bonne perspective. Je vous remercie et je vous remercie. Donc, je vous remercie, professeur Mouda, pour les remarques pertinentes. Donc, sans tarder, je remets la parole à votre second examinateur, le professeur Zgarnier. Donc, je rejoins l'ami Hamouda. Donc, je tiens à vous remercier de nous donner l'occasion de parmi vous aujourd'hui et discuter des résultats de la candidate Alaoui Karima. Donc, je commence par la thèse, elle est bien rédigée, les données sont bien organisées. Ça n'empêche que j'ai quelques questions que j'aimerais bien avoir des réponses de votre part. Bon, on parle du débit solide. D'accord. Le débit solide, théoriquement, il est composé de deux. Les matières de suspension, d'accord, suspendues, on peut dire, et le débit charrier, quoi, d'accord, qui est au fond, encore de son poids, et ainsi de suite. Donc, et chacun des deux a, si vous voulez, son importance. La matière de suspension, généralement, elle est utilise pour mesurer la qualité de l'eau et ainsi de suite. Le charriage il est beaucoup plus important quand on parle des aménagements, des barrages et ainsi de suite. D'accord. Pour vous, si je prends ce que vous avez cité dans votre thèse, ou bien ce que j'ai trouvé, si vous voulez, dans la nature, c'est le débit solide, c'est la somme des deux. La matière en suspension et plus le débit charrier. Donc si on prend ce que vous avez fait, le débit solide a été exprimé par la relation à le débit équilibrant de son solide. D'accord. Est-ce que vous avez exclu la matière, ici c'est la matière en suspension ou bien le débit charrier? Cette relation, qu'est-ce qu'elle reflète les deux types, si vous voulez? On travaille sur le débit solide en fonction du débit liquide. D'accord. Timor Panaev, il est composé en deux, en suspension et charrier. Si je prends la formule, elle reflète quel type? En suspension. En suspension, charrier. En suspension. Le charrier. Tu n'as pas de considération? Oui, parce Parce que que d'après les données, on a la concentration et les matières en suspension. oui, généralement, l'embrasement d'un barrage, la suspension est responsable de 80% à l'embrasement d'un barrage. Oui, mais le calcul de la fabrication d'après les données en suspension se fait au niveau de l'eau. oui, je pars théoriquement. Je veux comment vous voyez les choses. Alors, certainement, quand je prends les deux, si vous dites matière suspension, ça signifie que le débit charrier est pas vers zéro, automatiquement. Elle a certaines logiques. Pourquoi? Parce que vous estimez en fonction le courant, le débit. Donc, généralement, le débit est très grand, comparé avec la matière solide transportée. C'est pour cela plus le débit grand, plus le débit charrier est faible. Certainement, dans certains cas hydrauliques, si la vitesse elle est très grande, le débit charrier aussi il est considérable, mais comme je l'ai dit, généralement, il est minimisé parce que le débit en suspension il est très élevé.
D'accord. La page 125, le log que vous avez utilisé, 125. 125 il faut. Est-ce que c'est le log de ou le log décimal? 125 quel mot? ماشي 125 في لاباج هي في لاباج معناها Diapo. لا انا 100 pour décomposer la formule, pour la rendre log A plus B log Q. Le log c'est népérien ou bien décimal? Non, c'est Népérien. D'accord, mais mathématiquement, on a l'habitude d'exprimer le népérien Ln. L1. Parce que هذا كنا نقرأ على الديسيمال. Oui. D'accord? Ah, D'accord. Donc pour la partie hydrologie, on revient pour la partie hydrologie. Ouais. هو كاين حاجه في الكاريكاتير يديروا ال مينيسكول حاجه وكيديروا ال ماجيسكول حاجه كيديروا ال ماجيسكول سي ديسيمال كيديروا ال مينيسكول سي Népérien. كاين un autre manière اللي بلو سامبل سي سواء في لي نوتاسيون اللي كتبوا ولا نديروا ال هنا Les fonctions puissantes. Les fonctions puissantes. Log décimal. Les fonctions exponentielles, c'est le népérien. Népérien. D'accord. Là, vous avez le raison de l'utilisation. Parce que mathématiquement, à la fin, vous pouvez arriver à la même chose. Que ce soit les décimales, juste log sur log 10. Tu peux même multiplier par log 10, ça devient décimal, bien divisé sur 10, ça devient décimal. Donc c'est la même chose. Bon, pour l'hydrologie, j'ai un petit peu vu les données. Je ne trouve pas que vous avez traité le côté homogénéité des données. Car que ce soit pour les données que vous avez utilisées pour estimer le débit solide, ou bien la partie que vous avez utilisée pour déterminer la catégorie du climat, si elle est aride ou non. Je crois que l'hétérogénéité, ça peut affecter vos résultats. Donc il vaut mieux passer par, si vous l'avez fait, peut-être je n'ai pas fait attention, vous pouvez dire. D'accord? Donc l'homogénéité est si vous voulez, un point clé pour rassurer que vos conclusions ne sont pas entachées par certaines conclusions, entre parenthèses, qui ne reflètent pas votre réalité. Surtout pour les stations. Par exemple, vous avez une station, par exemple. Si elle était déplacée, on a fait un séisme, ou une défaillance technique, ça peut influer sur l'enregistrement de la lecture. Donc, une étude d'homogénéité, par exemple, double cumul de la Haja, ça peut être une idée, est-ce que la station a été influencée ou non? Aussi, le modèle que vous avez choisi pour, je crois que c'est la page 80, c'est le modèle 88, c'est le PDF 86. Voilà la méthode Emmanuel Martin. D'accord, c'est là qu'on a un 60 alors. 63. D'accord. Pour exprimer, si vous voulez, la rigidité. Pour mesurer l'humidité, la rigidité de la zone étudiée. Bon, je trouve que vous avez, par exemple, utilisé le 63, إذا كان عندك أنت مشكلة. Page 63. Oui, page 63. Et c'est pour mesurer, par exemple, c'est votre zone aride, par exemple, celui-là c'est classé semi-humide, et ainsi de suite. Donc, j'ai suivi à peu près la façon de calcul. J'ai trouvé par exemple que la série que vous avez prise de 60, je sais pas, 79 jusqu'à 80, comme ça, pour par exemple les mesures mensuelles, vous prenez la moyenne mensuelle, depuis 75 jusqu'à là. Même chose pour les saisonniers. Je crois que cette méthode n'est pas aussi solide, à mon avis. Pourquoi? Parce que plus la période est longue, plus qu'elle peut être entachée par des valeurs aberrantes.
Parce que vous avez une moyenne. Comme si vous prenez par exemple une classe. La majorité des valeurs, des moyennes par exemple entre 13 et 14. Un des étudiants ou bien 5 ont eu 19. Donc ça ne va pas refléter parce que la moyenne dépend de toutes ces valeurs. Donc, si vous voulez, les conclusions issues de cette méthode, je crois qu'il existe d'autres méthodes qui peuvent être solides et qui peuvent analyser chaque année. Bien sûr, la moyenne est toujours, mais plus on fait, comment dirais-je, une période plus courte, plus, on c'est pas l'erreur, mais plus on fait abaisser l'effet des valeurs aberrantes. D'accord? Donc c'est une remarque que nous juste dans la partie là. La figure, par exemple, la page 121, 128, pardon, donc 128 ici. Si je te dis que R carré égale par exemple 64%, et عندك 128. Non, 128 يعني عندك انت 103. 103. Si je veux dire que R carré égale par exemple 64%, Coefficient de 0,64. qu'est-ce que ça signifie pour vous 64%? Coefficient de détermination censé. R au carré égale 0. Coefficient de détermination du modèle. Oui. Oui. Le chiffre 64%, qu'est-ce que ça signifie? Il présente la fiabilité du modèle. Oui, je sais. Bon, ça représente que soit le modèle, votre modèle, exprime que à 64% de la réalité. Donc il vous reste à peu près 36% qui sont expliqués par le hasard. C'est ce que je peux dire de là. À mon avis, si vous avez fait une étude des valeurs aberrantes, peut-être cette valeur va être augmentée, voilà, elle atteint des valeurs où il peut exprimer mieux vos données basant sur le modèle choisi. D'accord? C'est pour cela que j'ai parlé des valeurs aberrantes. Sauf que, quand on parle des valeurs aberrantes, parce que ça dépend du phénomène. Est-ce qu'on supprime ou non? Donc la décision de supprimer ou non une valeur extrême, aberrante, généralement c'est extrême, c'est le phénomène. Parce que en hydrologie, le phénomène, une valeur extrême, elle peut être exprimée, un phénomène extrême qui a été réellement, comment dirais-je, enregistré. Ce n'est pas une valeur due à, par exemple, une faute de mesure ou au changement de méthode ou quoi. D'accord? Donc, je préfère, généralement, étudier les valeurs extrêmes par exemple, une méthode comme l'interquartile, d'accord? Mais ne les supprime pas. C'est-à-dire qu'on va l'évoquer toujours quand on analyse les chiffres. Oui. Si vous permettez, donc, oui, professeur Zradi a raison. C'est-à-dire, voilà les valeurs externes. J'ai dit tout à l'heure qu'on a un problème dans les mesures des débits faibles et des débits forts. Si vous faites l'équation de Rayleigh-Santès, la figure, qu'est-ce que vous remarquez? Pour les faibles débits, ils sont loin de la droite. Parce qu'avec des stations de mesure, déjà, un des plus grandes incertitudes à mesurer, qui est les débits, la station ne mesure pas bien. Ou qui est là, elle ne mesure pas bien. C'est-à-dire que les valeurs sont proches de la droite, ils ne le sont pas. C'est-à-dire peut-être qu'il fallait aller vers deux équations. Une équation pour les faibles valeurs, une équation pour les autres valeurs. هكذا تغيير الموديل تاعك. اللي هو d'accord, merci. La page 60, juste avant, c'est 102, la page 102. 102, d'accord, ouais. Ici, si vous voyez l'équation 7.2, c'est une équation qui a été destinée pour mesurer la variance. Généralement, mathématiquement, si vous prenez la valeur de variance, comment on calcule? Elle est calculée entre la différence entre la valeur mesurée et la moyenne. Est-ce que vous savez pourquoi on a éliminé la moyenne?
c'est le moyen. Non, théoriquement, si je prends l'équation de variance, c'est pas une question à régler. La variance, c'est quoi? C'est la somme 1 sur i, généralement c'est 1 moins 1, c'est plus robuste, de xi moins x bar, le tout au carré. C'est l'écart. D'accord, c'est l'écart, d'accord, par rapport à la moyenne. La variance, c'est quoi? Oui. C'est mesuré par rapport à la moyenne. Ça. D'accord, ici, on ne trouve pas la moyenne. Tu sais pourquoi? Parce que ici, classiquement, c'est ce que j'ai dit. Mais quand on parle de la régression, on fait éliminer la moyenne. Parce que c'est une comparaison entre deux échantillons. Par exemple, dans votre cas, c'est x observé et x, le calcul exprimé en fait sur l'émission, le calcul. C'est pour cela qu'on ne trouve pas la moyenne. Quand il est boulot pour toujours faire utiliser ou bien pour utiliser la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, tu fais la différence, parce que ici c'est l'analyse des résidus. Vous calculez l'analyse des résidus, par exemple, le logarithme x observé moins le logarithme calculé, donc vous avez R1, moins, tu fais tout le calcul, d'accord? Et ensuite on calcule la moyenne. Une sur la moyenne, quand on a le R1, par exemple, le voyage Q1 et Q1 observé et Q1 calculé, et comme ça, on ne sort pas de la moyenne. Mais mathématiquement, c'est justifié. Donc c'est pour cela qu'on ne trouve pas la moyenne dans votre cas ici. D'accord? La page 131, il y a un et 31, 32. Donc, c'est 106. 110, 106. 106. Le tableau avec numéro 4. Le même tableau a été répété là. Alors, je ne suis pas d'accord de calculer l'erreur totale. Tu as avec les eurotères, machallah. C'est-à-dire pratiquement, on dit jusqu'à 19-30%, c'est acceptable l'erreur. Oui. Et quand vous calculez l'erreur, si vous voulez vraiment exprimer l'erreur totale ou bien, c'est pas totale, mais globale, ne pas dire. Qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, vous devez faire la somme des débits, Oui. calculer, moins la somme des débits observés sur. Donc, vous faites la même chose sur donc, vous trouvez à peu près l'erreur globale. Le maximum qu'on a moins 39, c'est ça, 39%. 39%. 57%. Comme si les résultats étaient chibés. Je ne suis pas d'accord. Si vous voulez, donc il y a à peu près l'erreur moins 39 et supérieure par exemple la valeur petite. 25%. Donc sans comme si moins 25%. D'un côté, les résultats sont fiables, d'un autre, les résultats est 55%. Bien, c'est logique, parce que le cumul, c'est les erreurs, et après les erreurs. Ça se fait pas. Dans certaines études, certaines spécificités, oui, la somme est logique. Là. Même chose pour le tableau les verts, tu vois. C'est la même procédure. Et la même procédure, il n'y a pas les filières. Justement, C'est la même c'est procédure. 55. C'est pas nous. Quoi d'autre? L'équation numéro. L'équation de Pisa. L'équation de Pisa. Quelqu'un qui s'appelle. De base au final. Qu'elle est basée sur la régression multiple. C'est-à-dire c'est une équation empirique qui a été élaborée à partir de certaines données. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que cette équation est valable pour votre cas? Parce que apparemment, tu fais les données calmes, vous pouvez c'est-à-dire obtenir ces données, vous avez comment dire la phrase? Apparemment, vous avez toutes ces données. Vous pouvez élaborer votre équation. Pourquoi tu as utilisé une équation empirique de Hada Bazzofi a été élaborée en 1987.
Je crois que ce qui explique l'écart Exact. entre Oui, les cas. les Usage d'autres modèles. les mesures bathymétriques Mm. et la méthode PESA. À mon avis, si vous avez établi votre propre équation, vous n'allez pas trouver un écart qui est à 87 ou 81. Parce qu'il y a des cas, l'A il dit par exemple 425,1. Sur quelle base? Elle a dit 425. هي هذه البلاد sur au moins 25 bassins versants. 44 bassins versants en Italie, sur le territoire. وهنا في الجزائر Les caractéristiques, c'est pas les mêmes. pour faire هاد la régression هنا لازم لك دي باسين اكسبيريمونتو وموا هذا 20 ولا كذا باش تقدر فيها. C'est un travail à faire. Hein. C'est un travail à faire pour trouver l'équation de Pisa. La même chose pour la méthode تاع بيشمال. Oui. Donc, ce qui peut-être explique la différence d'importance que je semble adjoint, je ne sais pas. Parce que pour moi, si vous me posez la question, je peux vous dire que le bathymétrique représente la réalité. C'est une question pour vous. Vous avez les outputs de PESA et les mesures bathymétriques. Si je vous demande de prendre une décision, sur quelle méthode vous allez Il y a encore des données bathymétriques pour le moins que proche, comparé avec je sais pas, très exagéré. Voilà. D'accord? Qui m'a dit Hamoud, apparemment la méthode elle donne comment dirais-je, des valeurs exagérées un peu. Exagérées, c'est à cause de l'équation. L'équation elle est faite pour qu'il y ait basse inversion qui sont de régression. possibles. Oui, Possibles. coefficient de Il y a régression. une différence entre les basses inversions et les basses inversions algériennes. Et en plus, ça a été fait en 1987. Peut-être que les basses inversions sont considérées des basses inversions rurales que les basses inversions urbaines. D'accord? C'est des coefficients qui ont une influence. D'ailleurs, on remarque que le barrage de Aïn Delia, le taux d'envasement il est très faible. Tu fais par rapport à Aïn Delia, l'autre نعم. barrage Aïn Delia. 1988. Voilà, le taux d'envasement il est faible. Oui, il est faible. Tu fais d'autres barrages algériens. C'est-à-dire il faut manipuler les modèles, les équations. C'est-à-dire qu'il faut manipuler avec un petit peu de Conscience. il faut vraiment connaître les limites, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Changer le modèle, c'est juste. On dit non, il faut lire la valeur, il faut l'interpréter. C'est ما عندكش حتى اللي قلت لك هذا هو البياج اللي تاخذ فيه الكل en utilisant les équations d'érosion. يقول لك des centaines de tonnes par hectare. تدي 20 سنه صافي دير تحرق هذاك الهكتار واش بقى فيه الهكتار هذاك. Et on ne retrouve pas ces quantités-là في الواد في le débit des zones. Parce que c'est très théorique. Bon, la dernière question. Alors, on a déjà discuté quelques côtés. Si je prends la formule que vous avez corrigée au départ par la commission de correction, des solides exprimés en débit liquide, est-ce qu'elle n'est pas, parce que si je la compare avec l'équation de PESA, normalement, ce qui est important pour moi, l'érosion, c'est l'érosion que je trouve dans le cours d'eau. Ce qui est, comment dirais-je, à l'extérieur, n'est pas important malgré que à n'importe quel moment, je peux le trouver dans le cours d'eau. Donc c'est un effet retardé. Pour vous, pourquoi tu n'as pas comparé les outputs, les résultats que vous avez obtenus? C'est une équation calée, les résultats sont fiables par rapport à l'erreur trouvée. Parce que il est contraire de parce que le plus important, c'est de quantifier l'envasement dans le barrage. Le barrage il est alimenté par les cours d'eau. Oui. D'accord? Peut-être ruissellement, mais généralement, il est intact. Pourquoi tu n'as pas comparé l'équation, le BAF, comment dirais-je, les mesures de charge de fond, bathymétrique, les résultats de bathymétrique avec cette équation? C'est plus fiable, non?
La surface que vous avez utilisée avec l'équation, est-ce que vous avez pris toute la surface de Majda, par exemple, pour Dalia, que je trouve bassin versant Majda? Est-ce que vous avez pris toute la surface du bassin versant Majda, ou bien juste la surface qui contribue hydrologiquement? L'ouvrage. Juste la surface. Juste l'ouvrage. D'accord, on la dépasse. Sinon, on ne peut pas Mais je faire vais la comparaison. كنت فاهم يقول juste pour assurer l'information. Le sous-bassin de ليك Niger. انت Oui. pourquoi vous n'avez pas comparé au moins comme troisième élément d'accord. Pourquoi vous n'avez pas comparé les résultats avec l'équation déjà calibrée, c'est corrigée, avec les mesures bathymétriques? Je crois que c'est plus logique pour moi. C'est fiable, les résultats sont fiables. C'est entre 19 et 30%. Je pense de 3 fois le taux d'envasement par rapport au modèle de régression. Il est estimé à 13,11 hectomètres cubes et les données bathymétriques donnent 7,39. Donc, la formule de régression, 2,2. la formule corrigée, c'est 13,89. bathymétrique 7. Bathymétrique 7,96. Avec l'erreur, 2,2. 13. Allez, نحسبوه 13 moins 7. Non, 7 à bathymétrique, non? 13,11 divisé par 7,96. Ça y est, tu as fait la différence, 13. La régression par rapport à comment 4,35. C'est pour ça 3,11 divisé par 4,35. J'ai fait les calculs hier. 13,11 divise 4,35. 3, من 3% رايح ل 4%. Non, قاعدين نهضروا le même chiffre, hein? la validation du modèle du PISA, c'est pour ça qu'on a fait la différence par rapport aux autres modèles. Mais par rapport à la régression, on peut ajouter la validation du modèle de débit liquide, débit solide par rapport aux données bathymétriques. D'accord, quelle est l'erreur entre bathymétrique? 3, l'écart, 3, oui. Pour vous, quelle approche est la plus logique? La méthode de régression par rapport aux données bathymétriques, c'est le plus il reflète mieux la... Et pourquoi les gens continuent à utiliser PISA? Kérim, Oui. qui fait la méthode de régression elle est plus fiable que la mesure bathymétrique? Non, la méthode les mesures bathymétriques plus fiable. Peut-être. Non, la référence, c'est plus exact. Écoute, la référence, c'est bathymétrique. Oui, la référence, c'est bathymétrique. Ce qu'on calcule, c'est peut-être petit, mais on calcule l'erreur. L'erreur entre ce que vous avez corrigé et bathymétrique, c'est 3%. Donc, il peut prendre des décisions par votre équation ou bien par bathymétrique, c'est la même chose. Une fois que l'appareil qui travaille avec les ondes a été tombé en panne, on peut utiliser votre équation. C'est l'objectif. D'accord? Au début, au début, la comparaison avec la méthode efficiency, les courbes de Broun et de Churchill. وهذو يحسبوا لك effectivement l'envasement في البراج. لهذا كاين عندنا احنا في les arbres linéaires les méthodes باش يكالكوليو الباك تايم. كاين 20 كاين اللي كان لو توب كونسنتراسيون كاين الاف لي فورمول. هذو دي ريزولتا دو بريفيرونس كان واحد يدير حاجه اللي تستعمل دي مزور. Donc, je vous remercie pour le débat
vous avez mené et que vous avez enrichi par vos questions. Sans tarder, je passe la parole à votre directeur de thèse, M. Mansouri. Je n'ai que 2 mots à dire. Premièrement, Madame Laoui a travaillé presque seule. C'était pratiquement quelques orientations que j'ai données. Mais elle a eu du mal à collecter les données. Pour aller sur Alger, c'était pas la mer à boire. En plus, après l'apparition de l'article, il fallait qu'elle présente au travail. Donc, mais le travail de Hakol, à l'Angoule, c'est Djerka. D'accord. Donc, le mérite vous revient, ainsi que les directives de votre encadreur. Donc, j'essaie de résumer tout ce qui s'est dit dans cette thèse. Donc, globalement, le travail, c'est un travail d'hydrologie. On sait que l'hydrologie, maintenant, c'est les données. L'Algérie, c'est un pays où on enregistre des difficultés. Moi-même, j'ai participé à un projet où le problème de fiabilité des données. Donc, il ne faut pas se fier aux thèses. Donc, les données dédiées à l'EDB s'arrêtent en 1993, le débit solide. Donc, l'enregistrement de l'ANARACH, l'enregistrement. Donc, vous avez utilisé les débits qui sont à votre disposition. Même les débits, des fois, pour les avoir, c'est difficile. Je sais que c'est difficile de les avoir à partir de l'ANARACH. Donc, concernant les remarques des examinateurs, ils se sont tous tablés sur la fiabilité des données et le réajustement de certaines données. Aussi, le problème de résolution, le problème de surface qui agit sur vos modèles, le problème de pondération qu'on voit, les formules, c'est à la formule de recette. Donc, je rejoins l'avis de vos examinateurs sur les pondérations qu'il fallait les mettre et de doser le changement des formulations, des équations, de donner de nouvelles approches. Maintenant, il y a un nouvel outil qu'on utilise, c'est le machine learning. Donc, le machine learning, donc je vous oriente de travailler sur vos prochains articles, c'est de travailler sur le machine learning. Donc, le machine learning, il va vous orienter sur quels paramètres agissent beaucoup plus sur votre formule. Donc, vous avez une équipe à Neba, vous avez Bougarra, vous avez Salah Pachi. Donc, ces 2 jeunes qui travaillent très bien sur le machine learning, je vous oriente de les contacter, de voir ces 2 aspects-là, pour espérer préparer d'autres articles dans cette optique. Et je vous souhaite une réussite dans vos travaux futurs. Donc, parmi l'assistance, s'il y a des questions, Monsieur Nafa, notre cher professeur. Féliciter Karima pour le travail qu'elle a fait, parce que j'ai suivi avec elle depuis belle lurette. Le travail qu'elle a présenté maintenant, il est issu d'un domaine très complexe et très connexe, surtout les paramètres. Pour la modélisation avec le modèle d'appareillage, regardez déjà la différence entre le modèle bathymétrique qui est réel, la bathymétrie réelle, qui intègre pratiquement la réalité de la dynamique du bassin versant. Par contre, les paramètres qu'elle a utilisés pour le truc, ils restent quand même pas fiables. Pourquoi? C'est pas la faute. C'est la mesure du paramètre, la mesure du réservoir. Le réservoir est très très complexe en matière de géomorphologie, de géologie. Les mares calcaires, les pentes et surtout la pluie. L'intensité d'énergie. C'est l'énergie. Elle a parlé des pluies horaires. On aurait souhaité avoir des pluies de très petite durée. C'est ça, l'énergie, elle est dans la petite durée de la pluie. L'énergie. Donc, il ne peut pas de décomposition parce qu'il faut des mesures. Il faut des mesures gagnées. Mais est-ce qu'elle a pu accéder à ces mesures? Des mesures gagnées, comme disait Amma.
développer encore le logiciel là, pour mesurer l'appui de l'énergie. L'énergie est fondamentale, c'est la dynamique. Le reste est statique. Donc, il faut pousser, parce qu'il faut aller à valider ce modèle. Il faut le valider. Prenez un seul paramètre, la pluie. La pluie, on peut accéder à la mesure de la pluie. Mais le reste, c'est difficile. C'est très difficile. Elle a réservé tout Même un avec chapitre, ça, c'est très difficile. elle a réservé tout un chapitre de la thèse à l'énergie, au l'abatance, où le fait les gouttes sur le sol. Mais malheureusement, c'est impossible de le faire. L'état actuel, hein. Moi, je la félicite encore et je Vous essayez le logiciel SWOT. Soit, oui. Vous orientez vers le SWOT. Le SWOT, Oui. SWOT ou le QGIS. l'ArcGIS كاين la version QGIS est libre et vous pouvez QSWOT vous pouvez travailler bien مادام عندك les débits. Donc sans tarder on vous prie de nous attendre quelques instants pour délibérer. Donc, suite à la délibération des membres du jury, vous déclare digne de diplôme de docteur ès sciences en génie civil avec la mention très honorable.